Bien, bonjour à tous ceux qui arrivent dans la salle. Et donc, nous allons aujourd'hui aborder le dernier webinaire portant sur la thématique agronomie et politique agricole commune. Alors, je rappelle pour ceux qui arrivent que vous avez deux possibilités d'interaction avec l'intervenant et les animateurs. La première, que vous utilisez essentiellement pour donner des informations ou me faire part de vos soucis techniques, hein, c'est le bouton de chat au fil de discussion. Et le deuxième bouton que je vous conseille vivement d'utiliser, c'est le bouton Q&R, questions-réponses, qui vous permet de poser vos questions sur le sujet du webinaire que Antoine va vous présenter dès maintenant. Et donc, je vous souhaite un bon webinaire à tous. Et Antoine, donc, tu as la parole. Bien, merci Philippe. Bonjour à tous. Donc, je suis Antoine Messéan, je suis président de l'Association française d'agronomie. Et je voudrais d'abord remercier Philippe Prévost et Agrinium pour nous accueillir sur leur plateforme pour ces webinaires. Ce webinaire, comme l'a dit Philippe, s'inscrit dans le cadre du débat agronomique 2020 de la FA, qui s'intitulait « Comment promouvoir des pratiques vertueuses dans la réforme de la PAC ». Nombre d'entre vous ont assisté au webinaire que nous avions organisé avant l'été 2020 et depuis le début de janvier, nous avons eu plusieurs webinaires. Alors pourquoi ce thème avait été choisi par la FA? Première raison, c'est que le constat que les politiques agricoles actuelles sont souvent fondées sur des engagements de moyens ou de pratiques. Or, si certaines pratiques sont meilleures que d'autres, bon, l'impact environnemental, économique et social dépend beaucoup du contexte pédoclimatique, mais aussi du système de production. Et donc, l'enjeu, c'est de favoriser l'adoption de pratiques qui soient adaptées au contexte local, mais en fonction de leurs impacts réels, des résultats, et pas simplement en fonction de leur nature. Voilà, donc c'est une tendance assez générale. Et ceci suppose d'avoir des indicateurs qui soient à la fois représentatifs des impacts réels, mais suffisamment simples, évidemment, pour être intégrés dans des politiques comme la PAC, pour lesquelles il faut des mesures assez simples. Ces impacts, évidemment, concernent différentes échelles d'espace, et c'est ce que nous avons voulu prendre en compte dans notre débat, dans cette série de 4 webinaires. Donc, nous avons commencé le 15 janvier avec le niveau parcelle, avec un indicateur de diversité des rotations, l'exploitation agricole et l'exploitation des données comptables, le 22 janvier. La semaine dernière, le 5 février, nous avions abordé la dimension territoriale. Et aujourd'hui, nous allons traiter d'une échelle plus large qui concerne l'échelle nationale et européenne. Bon, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Pointreau, qui est directeur adjoint de Solagro, qui est également administrateur de l'AFA et qui pilote l'étude prospective AFTER 2050. Et aujourd'hui, Philippe va focaliser principalement sur les indicateurs qui sont développés dans le cadre du scénario AFTER 2050, qui est le sujet de notre débat. Et puis ensuite, aujourd'hui, et puis probablement dans les semaines qui viennent, on essaiera de poursuivre l'échange sur la coordination des transitions à différentes échelles, puisqu'on voit bien que ces différentes échelles mobilisent des indicateurs différents et qu'il y a des arbitrages probablement entre ces différentes échelles et qu'il faut pouvoir traiter. Voilà, je n'en dis pas plus. Philippe va rappeler le contexte et puis dérouler. Donc Philippe va intervenir pour à peu près 25-30 minutes et ensuite on aura un échange qui sera animé par Philippe Prévost. Merci à tous. Philippe, à toi. Eh ben, bonjour à toutes et à toutes. Merci Antoine et merci Philippe pour l'introduction. Donc je vais mettre mon écran. Voilà, donc je pense que ça marche. Voilà, tout est bon, tu peux y aller. Voilà, donc je vais aborder des indicateurs à l'échelle macro. Bon, j'ai mis la France, mais bon, et on verra que certains indicateurs peuvent être finalement mis en œuvre à toutes les échelles, peut-être pas avec les mêmes sources de données, peut-être pas avec les mêmes modes de calcul. Voilà, alors nous, c'est vrai qu'on a, je dirais, c'est une chance pour nous. En 2010, on a travaillé sur un scénario prospectif de transition agricole et alimentaire et d'usage des terres à 2050.
Et c'est vrai qu'avec des données chiffrées, c'est vrai que ça nous a obligés à, notamment à mettre en place des indicateurs de suivi. Et donc, c'est ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui, sachant que donc ce scénario, on essaye de le développer à l'échelle européenne et on l'utilise aussi dans plusieurs régions avec les conseils régionaux et aussi sur des métropoles. Alors c'est vrai que dans ce scénario, il y a deux volets pour nous qui sont très importants dans la transition, y compris la future politique agricole commune. C'est à la fois l'alimentation, parce que pour nous, l'alimentation, finalement, détermine quand même une bonne partie de notre agriculture, et puis les systèmes et pratiques agricoles. Donc c'est vrai que dans le scénario, on est sur un objectif notamment lié au plan national nutrition santé, d'aller vers une assiette plus végétale. Donc là, vous avez les quelques éléments clés de cette transition alimentaire qu'on veut voir venir d'ici 2050. Donc à la fois plus de fruits et légumes et moins de produits animaux. Et au niveau des pratiques agroécologiques, de tendre vers des systèmes plus vertueux et plus économes en intrants, notamment toutes les pratiques agroécologiques dont fait partie la bio. Et puis aussi, ça veut dire aussi des changements dans les assolements, donc avec aussi plus de culture de fruits et légumes, plus de protéagineux et aussi le maintien des prés naturels. Alors, évaluer quoi? Donc pour nous, alors c'est vrai que là, on parlait de la PAC qui va avoir ses objectifs qu'il va falloir évaluer, mais pour nous, il y a déjà toute la feuille de route gouvernementale et européenne, hein, souvent c'est décliné à toutes les échelles. Donc pour nous, il y a un enjeu majeur qui est la réduction des gaz à effet de serre de 75% d'ici 2050 par rapport à 1990, ce qui veut dire un facteur 4, sachant que pour l'agriculture, l'objectif est d'un facteur 2. Ça s'est rajouté la neutralité carbone, en fait plutôt zéro émission nette, parce que c'est aussi neutraliser les émissions de N2O et de méthane. Donc c'est aussi, ces deux objectifs sont particulièrement ambitieux pour l'agriculture. Il y a aussi l'objectif de réduction des produits phytosanitaires. Bon, voilà, le bon état écologique des masses d'eau, le volet zéro artificialisation nette, parce que ça veut dire derrière, si on artificialise, on perd des terres agricoles en général, et donc on a moins de surface pour nourrir, la perte de biodiversité, le maintien des infrastructures agroécologiques, et ça c'est repris dans la feuille de route biodiversité de l'Europe avec un objectif d'avoir 10% de surface agroécologique en particulier topographique d'ici 2030, zéro déforestation nette importée, donc sur la stratégie nationale déforestation importée. Et puis, donc ça, je l'avais déjà mis, une petite erreur. Et puis, pour nous, un point très important qui est les objectifs du plan national nutrition santé, le quatrième, qui est vraiment très précis sur sa feuille de route aussi. Et puis, enfin, le développement de l'agriculture biologique. Alors, je vais démarrer juste un premier point sur le volet alimentaire, qui souvent est encore pas assez traité, on va dire, par les agronomes directement, parce que c'est plutôt les nutritionnistes qui s'en occupent. Donc, il y a le volet notamment sur un indicateur qui est important, c'est sur les protéines. Donc, l'OMS recommande 50 grammes par jour de protéines ingérées. Et aujourd'hui, la France en est à 83 grammes, c'est-à-dire 1,7 fois plus. Alors, il faut voir que les données là, qui sont présentées ici, c'est des données qu'on peut avoir par la FAO, qui sont des données annuelles et par pays. Donc, en rouge, vous avez les protéines animales et en vert, les protéines végétales, sachant que la FAO, elle, est part de protéines disponibles. Donc, entre protéines disponibles et protéines ingérées, il y a environ une perte de 30%. Donc, ingérer, c'est vraiment ce que vous avez mis dans votre bouche, protéines, c'est ce qui est à votre disposition, quoi. Ce qui est important de voir quand même sur ce petit graphique, c'est que au final, la France est quasiment le premier consommateur de protéines au monde dans son alimentation. On est devant les États-Unis au total et on est à peu près juste 1 gramme derrière pour les protéines animales. Voilà. Donc réduire la consommation de protéines, notamment animales, en France, c'est pas un problème. C'est la majorité des pays qui sont largement en dessous, quoi. Alors après, il y a le volet de suivi justement de la consommation des Français. Donc aujourd'hui, on a une enquête spécifique en France qui est l'enquête INCA, qui a lieu tous les 4 ans, qui donne en gros sur un panel de 6000 personnes, hommes, femmes, jeunes, vieux, la consommation d'aliments et leur mode de consommation.
Et puis, on a la chance d'avoir en France l'enquête épidémiologique Nutrinet Santé, qui est une des plus grandes ou la plus grande au niveau mondial, qui lie alimentation et santé. Et donc, ce qui est important, c'est bien de voir comment évolue l'alimentation des Français et est-ce qu'on va vers une alimentation durable. Donc, vous avez sur ce graphique qui est issu non pas de INCA, mais de l'enquête Nutrinet Santé, puis d'un questionnaire spécifique sur la consommation de produits bio. Et vous avez finalement la différence entre, sur un panel important de 54 000 personnes, hein, donc 10 fois supérieur un peu au panel d'INCA, finalement ce que le profil de bio, de gros consommateurs bio, qui consomment à peu près 70% de produits bio, avec ceux qui n'en consomment pas du tout. Et ce que vous voyez, donc la baseline, c'est le consommateur conventionnel. Ce qui est au-dessus, ça veut dire que les consommateurs bio en consomment plus, et ce qui est en dessous, c'est qu'ils en consomment moins. Donc, on voit clairement que sur le consommateur bio, bah, il consomme 4 fois plus de légumes secs, 3 fois plus de fruits à coque, quasiment 50% de plus de fruits et légumes, et puis moins de produits laitiers, de viande. Voilà. Et en fait, ils sont clairement dans les recommandations du PNNS. Voilà. Après, pourquoi il y a un PNNS en France, hein, ce n'est pas pour le plaisir, c'est qu'en fait, on a des problèmes de santé publique qui sont certes moins importants qu'aux États-Unis, au Mexique ou au Royaume-Uni, mais on a une montée de l'obésité et du surpoids, et puis surtout une montée des maladies chroniques, notamment cancer, maladies cardiovasculaires et diabète de type 2, qui occasionnent pour l'assurance maladie, qui assure 50% des coûts, des dépenses qui augmentent d'environ 5 milliards d'euros par an. Et pourquoi j'ai mis ça, c'est qu'en fait, une partie de ces maladies chroniques est liée quand même à une mauvaise alimentation, pas que, hein. Il y a le tabac, il y a l'exercice physique. Mais donc, c'est un indicateur important à suivre parce que l'objectif notamment du plan national nutrition santé, c'est bien d'inverser les courbes et de faire qu'au lieu de grimper, elles commencent à baisser. Alors après, donc, on peut aussi avoir, là vous avez un exemple justement d'évaluation qui rejoint le graphique que j'ai monté tout à l'heure, qui peut servir aussi à évaluer l'impact du régime. Donc il peut y avoir des travaux sur la santé, mais aussi sur le volet environnement. Et donc là, vous avez notamment le travail qu'on a mené dans le cadre du programme de recherche Bionutrinet piloté par l'INRA et l'INSERM, où on a pu évaluer l'impact en termes de gaz à effet de serre d'un consommateur conventionnel avec un consommateur, on va dire, bio. Et ce qu'on voit clairement, c'est que sur ce graphique, vous avez 3 informations intéressantes. Un, que le consommateur bio, du fait qu'il réduit, comme je l'ai montré tout à l'heure, la consommation de produits animaux, réduit les émissions de gaz à effet de serre de ces émissions périmètre ferme de 37%, et que les produits animaux représentent 89% des émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est les 2 premières informations. La troisième, c'est la petite flèche rouge en haut à gauche, qui est 1,9 tonnes d'équivalent CO2. Ça ne parle peut-être pas encore à beaucoup de monde, mais si on doit diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre de 1990, ça laisse un quota maximum, si on veut rester sous la barre des 1,5 degré, de 1,9 tonnes d'équivalent CO2 par habitant et par an en 2050. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce quota est atteint rien que par la production alimentaire pour se nourrir. Après, il y a un champ aussi qui est très peu exploré aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe de la ferme à la fourchette. Et donc, vous avez ici 2 graphiques issus d'une étude qui s'appelle SECAM, où vous avez, sur les bilans GES, on voit clairement à gauche que l'essentiel des gaz à effet de serre est bien émis au niveau agricole, 67%, et après, bon, bah, tout le volet agroalimentaire, transport, etc. Par contre, pour l'énergie, l'agriculture pèse tout juste un quart, enfin un peu plus d'un quart, mais après, il y a énormément de coûts liés au transport, à la transformation, au stockage et à la conservation des produits alimentaires, dont en vert 14%, 14% qui est lié finalement au niveau des ménages à conserver, préparer votre alimentation. Voilà. Donc là aussi, c'est un secteur important, ce volet-là, pour déjà être capable d'évaluer différents modes de commercialisation, de transformation, tu vois, par exemple, entre circuit court, circuit long, par exemple. Voilà, donc là, c'est tout un champ d'études qu'il faut continuer d'explorer. Alors après, donc pour en arriver maintenant au volet agronomique et d'usage des terres, on a un premier enjeu majeur qui est déjà de protéger nos terres agricoles. Donc il y a un objectif de zéro artificialisation nette. On n'y est pas encore. Donc là, vous avez une carte qu'on avait réalisée qui date un peu, puisqu'elle a été faite en 2000, où on a localisé
les surfaces artificialisées. Donc, on voit que c'est quand même autour des grandes métropoles, sur le littoral, et puis aussi toute la région Rhône-Alpes. Donc, il y a quand même des zones diagonales là où il y a peu de pertes agricoles. Donc, les chiffres, c'est quand même que, au final, l'optimum des surfaces agricoles en France était 1960, et depuis, on a perdu quasiment 5,4 millions d'hectares, ce qui est quand même important parce que, ayez en tête qu'il faut à peu près 4000 mètres carrés pour nourrir un Français. Donc, vous voyez que ça fait plus de 10 millions d'habitants déjà qu'on ne peut plus nourrir. Ces pertes, quand même, la bonne nouvelle qu'il faudrait peut-être affiner un peu, c'est que sur la période récente, d'après les derniers chiffres là, que j'ai été chercher hier, on aurait diminué la perte de terres agricoles d'un facteur 2. On serait passé de à peu près 73 000 hectares à 32 000 hectares par an. Et sur les surfaces artificialisées, on aurait aussi divisé par 2, on serait autour de 30 000 hectares, ce qui est déjà plutôt une bonne nouvelle. Et en fait, si on regarde le petit graphique qui est en bas, on est aujourd'hui sur un rythme d'une perte de 10 mètres carrés de terres agricoles par habitant et par an, alors qu'on a été pendant la période, après les années 60, sur un rythme beaucoup plus effréné. Donc, on a certainement des politiques qui, à moins qu'on ait des problèmes de chiffres, mais globalement, on a peut-être un ralentissement aujourd'hui et c'est un bon signe. Alors, après, un sujet aussi qui me tient beaucoup à cœur, qui est encore peu traité et pas assez mis en valeur, même si on a aujourd'hui l'objectif de zéro déforestation nette importée, c'est finalement de regarder l'empreinte de notre alimentation et notamment tous les flux d'import-export. C'est facilement, enfin ça demande beaucoup de travail, mais en fait ça peut être calculé avec les données de la FAO, où on a bien les imports-exports, et puis comme on a les rendements dans les principaux pays, on peut calculer, on peut transformer les quantités importées ou exportées en surface. Donc là, vous avez le bilan en surface. Donc à gauche, tout ce qu'on importe. Donc on importe l'équivalent de 14 millions d'hectares. Mais en fait, si on enlève les produits du bois, on est plutôt autour de 10 millions d'hectares. On importe en gros le tiers de notre SAU et on exporte à peu près 40% de notre production et de notre surface, quoi. Donc en fait, on voit là que c'est à la fois des sources d'impact importants, hein, tous les transports, et puis ça pose des questions de savoir les produits importés, finalement, quel impact ça peut avoir aussi sur l'environnement dans les pays d'origine, quoi. Notamment, bah, on a là le soja d'Amérique, on a là tous les produits tropicaux, le café, le cacao, le chocolat, beaucoup de fruits et légumes, etc. Voilà, donc ça, je trouve que c'est assez révélateur quand même de la mondialisation des marchés des produits agricoles et alimentaires. Et l'objectif, c'est peut-être de chercher à réduire cette balance. Alors c'est vrai que ce qu'on voit aussi, c'est que la France, globalement, a une capacité aujourd'hui d'exporter en net 10% de sa surface agricole. Donc on est un exportateur net en termes de surface, mais si on ne fait rien, d'ici une dizaine d'années, on sera tout juste en capacité de se nourrir. Voilà. Alors après, j'ai mis aussi là quelques indicateurs que j'ai appelés sentinelles pour montrer quand même l'urgence aussi de la transition. C'est des 3 données que j'ai rapportées. Alors, soit c'est France pour les poissons, j'ai pris l'échelle mondiale, et donc c'est la disponibilité de ces 3 produits par habitant. Et on voit que, par exemple, que pour le miel, on est passé dans les années 90 par un pic et que là, on est plutôt sur une baisse, de même pour les poissons et de même pour la production d'huîtres. Donc, ça pose quand même question. Alors, après aussi un indicateur important dans la transition qui est prévue, puisque normalement tous les chercheurs confirment qu'il faut sortir des énergies fossiles avant 2050. Donc, ce qui est quand même un vrai challenge. Et donc, même si on va réduire fortement nos consommations d'énergie par des systèmes beaucoup plus économes et beaucoup plus frugales, on va certainement avoir à mobiliser beaucoup plus de biomasse pour des usages alimentaires, notamment énergétiques. Donc là, vous avez le graphique que nous, on a prévu dans notre scénario After, qui est couplé au scénario de transition énergétique négawatt, où on voit la montée en puissance à la fois tout ce qui est valorisation de la biomasse forestière, mais aussi
excusez-moi, toutes les cultures qui peuvent être transformées ou les sous-produits en agrocarburants ou en biogaz. Donc c'est vrai que derrière ça, il y a quand même la question qui se pose directement à l'agriculture, qui est dans une stratégie de sortie des énergies fossiles. Comment l'agriculture prévoit d'ici 20 ans de faire rouler tous ces engins agricoles autrement qu'avec du fioul, enfin, ou du gasoil. Après, donc des indicateurs, on va dire plus d'impact. Donc tout ce qui peut toucher la qualité de l'eau, donc ça, on est bien outillé en France, là, des cartes qui sont de plus en plus précises, de plus en plus fines sur la pollution par les nitrates. Donc, vous avez en gauche les évolutions, la tendance, et puis à droite la situation actuelle. Donc on voit que sur les nitrates, globalement, on n'a pas beaucoup de progrès, on stagne, et que malgré le 6e programme de la directive nitrate qui a été lancé, on va certainement se diriger vers un 7e. Donc pour des agronomes, je trouve que cette situation qui dure depuis 1991, date de la directive nitrate, montre qu'il y a quand même beaucoup de trous dans la raquette, ou peut-être que des trous, parce que c'est quand même incroyable qu'on n'arrive toujours pas à régler ce problème des nitrates en France. On a aussi sur la biodiversité, qui est le sujet qui monte, puisqu'on est sur l'année européenne de la biodiversité, avec le congrès mondial du lycéen à Marseille en juin. Il y avait un objectif qui avait été pris par le ministre de l'Environnement à Kiev en 2003, d'identifier et de soutenir les systèmes agricoles à haute valeur naturelle. Politique qui n'a pas été reprise globalement par aucun pays européen, malgré cet engagement. Et là, vous avez la carte qu'on avait pu réaliser avec le Centre commun de recherche de la Commission européenne et l'Agence européenne de l'environnement. Vous avez ici cette carte qui montre l'évolution entre 70 et 2000. Donc, en gros, en 70, tout ce qui était rose et vert était caractérisé comme une agriculture à haute valeur naturelle, donc en capacité de maintenir la biodiversité. Et en vert, ce qui reste en 2000. On a des cartes plus récentes. Là, on a fait des cartes pour 2010 et 2017. Et on voit qu'en fait, la biodiversité se maintient essentiellement dans les zones de montagne, là où l'intensification de l'agriculture n'a pas pu se réaliser pleinement. Et puis quelques zones de marais en vert ailleurs, quoi. Après, ce qu'il faut noter, c'est que les indicateurs sont toujours pas bons, donc confirment l'effondrement de la biodiversité, notamment dans l'espace agricole. Si on regarde les dernières données de l'enquête utilisation du territoire, on peut noter que entre 2010 et 2018, on perd 23 500 hectares de bosquets et de haies par an. Ça veut dire toutes les politiques qu'on met en œuvre sont incapables d'enrayer la suppression de tout ce qui est infrastructure agroécologique dans l'espace agricole, qui va poser des questions sur la qualité de l'eau, sur l'érosion et bien entendu sur la biodiversité. Donc ça, c'est le fameux indicateur mis en place par le Muséum national d'histoire naturelle, qui est repris au niveau européen, qui est l'indicateur stock, suivi temporel des oiseaux communs, où on voit en vert que les oiseaux spécialistes des milieux agricoles continuent leur tendance à la décroissance, qui pose vraiment des vrais problèmes, puisque ça veut dire que l'objectif qu'avait pris la France de stopper la perte de biodiversité en 2010 puis en 2020 n'est toujours pas atteint. Donc on pourrait aussi finalement, comme on l'a fait pour les gaz à effet de serre, peut-être attaquer la France en justice pour non-application de ces objectifs. Alors enfin, pour évaluer aussi l'évolution des systèmes. Donc là, ça va dépendre des scénarios qu'on privilégie. Il y a la question, donc, bien entendu, de la production animale, qui est quand même le point clé en France, puisque à peu près 80 à 90% des surfaces agricoles sont utilisées pour produire du lait ou de la viande. La question, c'est quel système d'élevage on veut privilégier d'ici 2050 ou d'ici 2030. Donc là, vous avez le scénario que nous, on a dans notre scénario After 2050, qui est de déployer réellement des systèmes ruminants, notamment donc de vaches laitières, basés sur l'herbe, voire totalement l'herbe, donc en vert foncé ou en vert clair avec très peu de concentré. Et puis, en gros, le reste des systèmes d'élevage qui diminuent leur concentré par 2. Voilà, ce qui fait que
le système qu'on a observé jusqu'à maintenant des vaches très productives à plus de 10 000 litres de lait, mais qui consomment beaucoup de concentré et basées beaucoup sur le maïs et le soja, se verrait disparaîtrait d'ici 2050. Donc là, je dirais qu'on est quand même assez outillé avec les enquêtes sur les exploitations agricoles pour suivre un peu cette évolution-là. Euh, Là où je suis un peu tombé des nues aussi récemment, c'est donc dans l'ESCO qui a été mené par l'INRA sur la qualité des produits animaux. C'est en fait, au final, le peu de produits animaux sous signe officiel de qualité, que ça soit en AB, que ça soit en AOP ou que ce soit en IGP. On est en moyenne en dessous de 10%. Même pour la viande bovine, finalement, très peu de production sous label, alors que c'est quand même une vraie politique pour la France et une source de qualité des produits et de rémunération des agriculteurs et des éleveurs. Voilà, donc ça aussi, c'est un indicateur intéressant à suivre, puisqu'il y a une vraie politique quand même d'aller vers des produits de qualité. Sur l'usage des intrants, puis j'aurai bientôt terminé, un élément clé quand même, c'est l'évolution des rendements des cultures. Donc là, vous avez les 4 principales productions agricoles. Ce qu'on voit, c'est qu'après les 30 années, les 30 glorieuses de croissance continue des productions agricoles, en gros, depuis les années 90, mieux les années 90, qui est vraiment une année de rupture pour plein de choses. En fait, on a des rendements qui croissent légèrement, mais même plus pour le blé, parce que le blé, on est globalement sur une baisse des rendements, avec des phénomènes d'aléas de plus en plus forts, comme la sécheresse de 2003 ou les fortes pluviométries en 2016 qui ont fait chuter le rendement du blé de plus de 50%. Voilà, donc ça aussi, bon, forcément, le climat est certainement une source importante, mais il y a peut-être d'autres facteurs qui jouent. Et donc ça, c'est important de suivre parce que ça veut dire que finalement, demain, on a une population qui croît, on a des rendements qui stagnent et on a une surface agricole qui baisse. Ça pose quand même question. Voilà. Alors après, tendu l'enjeu des pesticides, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais là, on voit qu'on a vraiment du mal à résoudre ce problème-là aussi. Il va falloir le résoudre parce que dans les syndicats des eaux potables, hein, nous on travaille dans les Landes et la Charente-Maritime, on est un petit peu au bout du rouleau aujourd'hui. Toutes les nappes sont, outre les pollutions par nitrate, sont quand même largement polluées par les résidus d'herbicides, notamment toujours l'atrazine et le S-métolachlore. Et que là aussi, si on n'est pas capable de résoudre ça dans les 10 années qui viennent, ces captages seront fermés. Voilà. Et donc, il y a un véritable enjeu aussi économique, y compris pour les agriculteurs, puisque cet intrant coûte quand même la bagatelle de 3,3 milliards d'euros par an aux agriculteurs. Euh, L'énergie, qui est aussi, donc on y revient, donc là vous avez sur ce petit graphique, mais quand on vous transmettra les résultats, enfin la présentation, vous aurez le temps de regarder ça en détail. Vous avez en noir la situation en 2010. Donc en 2010, l'agriculture française consommait 116 TWh et en gros produisait l'équivalent de 42 TWh sous forme d'énergie renouvelable. Donc je dirais elle avait déjà une autonomie potentielle en termes d'énergie. Dans le scénario after, on a en 2050, du fait des évolutions des pratiques des systèmes agricoles, on baisserait la consommation d'énergie, pas de 50%, mais on serait à 89 TWh. Et on aurait un développement des énergies renouvelables, notamment toujours d'avoir quelques agrocarburants, mais aussi du biogaz et du bois énergie. On passerait à 96 TWh, ce qui veut dire qu'on peut imaginer que l'agriculture devienne énergie positive dans les années 2040. Et donc, on serait en capacité aussi de répondre à l'enjeu de sortie d'utilisation du gasoil, notamment, ou d'autres produits. Bon, je n'ai pas compté là-dedans le photovoltaïque, qui est aussi qu'on peut aussi comptabiliser comme agricole, même si ce n'est pas fait à partir de la biomasse. Le bilan d'azote, j'en ai parlé, donc je ne vais pas trop m'étendre. L'objectif, c'est bien d'avoir un. Donc, c'est vraiment l'indicateur qui peut se décliner de la parcelle à l'exploitation, en passant par un territoire, donc un captage ou des zones vulnérables jusqu'à l'échelle nationale. Et donc là, ce qui est important, c'est de suivre à la fois l'évolution du surplus d'azote, la diminution des engrais minéraux, parce que là aussi, il va falloir sortir de l'azote minéral fossile. Alors, bien entendu, on peut aussi à terme produire de l'azote
par les énergies renouvelables. Mais si on le veut, il y a un intérêt quand même à fortement réduire ces usages. Donc c'est vrai que dans notre scénario, on est sur au moins une baisse par 2 et en contrepartie, une augmentation par presque d'un facteur 4 de l'azote symbiotique des légumineuses. Voilà, donc au final, par exemple, dans le scénario after, donc on a mobilisé une partie de ces indicateurs-là. Donc on voit une diminution des émissions de méthane et de N2O de plus de 50%, de la consommation d'énergie de moins de 40%, des engrais azotés de moins 60%, des produits phyto de 70%. Bon, ce que je n'ai pas parlé aussi, c'est l'enjeu sur l'eau, donc notamment l'irrigation en période d'étiage, où là, on a une baisse, nous, qu'on envisage de 80% vu les impacts que va avoir le changement climatique, notamment sur le débit des fleuves et des rivières. Voilà. Et puis enfin, je vous ai mis quelques autres pistes qu'il faut vraiment aussi explorer. Bon, j'ai parlé de l'eau, mais il y a aussi tout ce qui est le stock de carbone, puisque on va demander à l'agriculture éventuellement de compenser une partie des émissions. Donc voilà comment on va suivre l'évolution du stock de carbone dans les sols et en surface, notamment dans les arbres. Tout ce qui touche la conservation des races menacées, l'évolution de la superficie des surfaces forestières, bon, qui pour l'instant ont tendance à augmenter. Elles ont gagné 400 000 hectares sur ces 10 dernières années. La consommation d'antibiotiques, des milieux particuliers comme les prairies humides, et puis voilà, et puis tout ce qui peut toucher l'eau où on a d'autres indicateurs. Voilà, je vous remercie. J'espère que j'ai tenu le temps. Très bien. Ah ben, Merci beaucoup Philippe. Merci pour toute cette quantité d'informations. Je vais enlever ton diaporama pour qu'on puisse être maintenant en interaction directe avec les intervenants. Donc peut-être, je vais prendre une question qui n'était pas arrivée en premier, mais quand je vois ta liste d'indicateurs, il y avait une question de Christian Bolstaller qui disait, et une seconde question plus générale, quels indicateurs manqueraient? Mais quand je vois toute la liste que tu as fournie, est-ce que tu as en plus une réponse à cette question? Moi, je pense que, bon, comme je dis toujours, on a peut-être le meilleur service mondial en statistiques agricoles en France. Je pense que les données, on les a. Ce qui manque, c'est leur traitement et leur usage, quoi, leur communication. Donc, je pense qu'on a à la fois des données sur l'alimentation. Bon, là, elles ne sont pas très régulières. Donc là, c'est peut-être quelque chose à renforcer. On a des données sur la santé. Au niveau agricole, franchement, je ne vois pas trop ce qui manque. C'est plus la production d'indicateurs. Par exemple, quand j'ai parlé de l'empreinte alimentaire ou de l'empreinte des surfaces qu'on importe en France, en fait, les données, on les a, quoi. Elles sont à la FAO, il suffit juste de les traiter, quoi. Donc, je pense que je ne suis pas sûr d'avoir oublié grand-chose. Voilà, il y en a qui sont plus difficiles. Il y a quand même tout le débat aujourd'hui sur le stockage de carbone dans les sols. Ça pose des problèmes méthodologiques. Là, on n'a pas vraiment de reporting aujourd'hui. Donc, je dirais, il y a ceux où les données existent, euh, où il faut juste traiter les données et les mettre à disposition. Puis il y en a d'autres où les données n'existent pas vraiment et c'est plus problématique. Mais après, sur la biodiversité, on pourrait avoir encore plus de données, hein. Il y avait notamment le réseau mis en place par l'ANSES sur biovigilance flore dans les parcelles agricoles. Je pense que c'est le genre d'outil qu'on a abandonné, qu'il faudrait rapidement mettre en place parce que finalement, quand on voit que les plantes adventices dans les cultures sont à la base de toutes les chaînes alimentaires et donc de toute la biodiversité, ne plus les suivre, c'est une aberration, quoi. Ok, donc on va d'abord, bon, il y a plusieurs types de questions, mais on va d'abord démarrer par des questions qui sont directement en lien avec, ce que tu as dit sur les indicateurs. Donc une question de Natacha. Bonjour, comment expliquer la forte hausse des généralistes entre 2000 et 2005 pour l'indicateur stock? Euh, Je pense que ce qui est observé sur les populations d'oiseaux, mais je pense qu'on a la même chose pour d'autres catégories, c'est qu'en fait, les espèces spécialistes sont celles qui régressent le plus parce qu'elles sont inféodées à des milieux donnés, elles ont des conditions, elles exigent des conditions de vie très particulières, et donc c'est bien celles-là qui sont le plus menacées. Donc c'est vrai qu'en agriculture, on est sur des espèces spécialistes, hein. Et donc, celles qui profitent le plus, c'est celles qu'on voit en ville, quoi. La tourterelle turque, le merle, le pigeon ramier, on a des espèces qui augmentent.
C'est pour ça qu'en termes de… Et donc, c'est plutôt des espèces généralistes qui ont su s'adapter à tout un tas de milieux. Et c'est vrai que ça pose la question en biodiversité, c'est qu'on peut avoir différentes visions, quoi. Si on regarde des espèces en ce moment comme les grues cendrées, qui sont très visuelles et qu'on entend beaucoup, bon, leur population, c'est en pleine augmentation, quoi. Alors qu'à l'inverse, l'alouette des champs, qui est telle espèce la plus emblématique agricole, est en chute libre, quoi. Donc je pense que c'est vraiment la différence entre généralistes et spécialistes. Les généralistes sont en capacité de s'adapter beaucoup plus aux changements de milieu, de ressources alimentaires, de climat. Une question de Bruno dans tout ce qui concerne l'énergie, le bilan énergétique, il demande pourquoi on ne comptabilise pas les produits agricoles eux-mêmes dans le bilan. C'est-à-dire que c'est de la production énergétique, la production d'aliments. Et du coup, pourquoi on n'en parle pas en tant qu'apport et qu'on voit juste le côté export? Ouais, ouais. C'est une bonne question. Alors c'est vrai que là, on est plus à regarder les questions de la… comment dire? C'est vrai que quand on parle d'usage non alimentaire, hein, notamment les graphiques que j'ai présentés sur l'énergie, c'est bien l'énergie finalement de cette biomasse, et on pourrait aussi mettre à côté l'énergie contenue dans les produits alimentaires. Donc je pense qu'on peut très bien le faire. Je pense que ça mériterait d'être fait pour voir euh, ce que ça représente, quoi. Ne serait-ce que pour comparer ces usages alimentaires à des usages non alimentaires. Donc, on est en capacité de le faire, hein. C'est tout bonnement ça pourrait être fait rapidement, puisqu'on sait qu'on consomme à peu près 2200 kilocalories par jour et par habitant. Voilà, il suffit de multiplier par les 66 millions d'habitants et on aura la production agricole grosso modo. Mais je n'ai pas fait le calcul, donc je vais le Mm. faire. Merci. Ok, une question de Lola sur l'empreinte de gaz à effet de serre. Elle pose la question sur le graphe de l'empreinte GES des régimes conventionnels et bio. Inclut-on le surplus d'émissions GES lié à la baisse de productivité en bio? Comment… Alors, dans ce graphique, qui est donc bien le périmètre ferme, parce que beaucoup de publications scientifiques d'autres chercheurs dans d'autres pays européens, des fois, cette empreinte, elle est calculée jusqu'au périmètre distributeur. C'est-à-dire qu'on inclut la transformation et jusqu'à la grande surface où vous allez acheter votre alimentation. Donc là, déjà, on ne compare pas la même chose. Ça ne prend pas en compte l'évolution aussi du stock de carbone. Donc, à voir si finalement, dans les différents aliments, en France, par exemple, on est plutôt sur une augmentation ou une diminution du stock. En tout cas, ce n'est pas pris en compte. Par contre, ce qui fait dans ce graphique sur les gaz à effet de serre, le levier de réduction des gestes, c'est clairement la réduction, non pas la production bio, mais la réduction des protéines animales, et notamment du lait et de la viande bovine, qui est gros émetteur de gaz à effet de serre. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc c'est un peu compliqué ce graphique, c'est que par exemple, si on prend le poulet, un poulet bio, du moment comme il est élevé en 82 jours, alors que la majorité des poulets sont élevés en 40 jours, on a un indice de consommation beaucoup plus élevé sur le poulet bio. Donc c'est vrai qu'à la fois, les consommateurs bio consomment moins de poulet, mais consomment du poulet bio qui, lui, émet plus de gaz à effet de serre rapporté au kilo. Donc c'est tout le changement d'échelle entre comparer les résultats produit par produit agricole, comparer un régime alimentaire, et on n'a pas forcément les mêmes résultats. Donc, juste pour conclure sur le régime bio, c'est pour ça que j'insiste, et on insiste bien dans notre scénario, qu'il faut tendre vers une alimentation plus végétale et plus bio. Le plus végétal, c'est clairement ce qui impacte la réduction des gaz à effet de serre. Et ce qui est intéressant pour la bio, même si elle est plus performante, notamment pour certaines productions végétales, hein, comme le blé, hein, on émet moins de gaz à effet de serre et moins d'énergie par kilo de blé en bio qu'en conventionnel, notamment du fait de l'abandon de l'azote chimique. Euh, c'est la comparaison entre le régime et la production agricole. Donc c'est vrai que on m'a posé la question hier, donc je vais vous donner le résultat. Si on passait notre consommation actuelle tout en bio, il faudrait 30% de surface de plus pour se nourrir, alors que là, ce qu'on observe, c'est que un consommateur bio, finalement, en changeant son régime, il lui faut 24% de moins pour se nourrir. Donc c'est pour ça que d'avoir ces deux échelles alimentaires et agricoles sont vraiment complémentaires et ne donnent pas les mêmes résultats, quoi.
Merci. Alors, une question de Michel Dubois. Pour les nitrates, l'ACS n'aiderait-elle pas? Je ne sais pas ce que Alors, c'est que l'ACS. l'agriculture de conservation des Ah oui, sols. d'accord. Écoutez, là, il s'avère que l'INRA de Toulouse pilote le plus gros programme qui traite de l'évaluation de l'agriculture de conservation, qui s'appelle Bagage, qui est piloté par l'unité Agir de l'INRA de Toulouse. Donc là, un programme qui a duré un peu plus de 5 ans, qui va se terminer là au premier semestre. Donc on aura les résultats, puisqu'il y avait notamment une tâche qui était de suivre 60 exploitations engagées dans l'agriculture de conservation durant 3 années. Donc, on aura tous les résultats technico-économiques, notamment sur l'azote, la réduction des phytos. Je ne suis pas sûr qu'on verra les résultats, mais ce n'est pas sûr qu'il y ait forcément une baisse des balances azotées sur l'agriculture de conservation. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment une baisse de la consommation d'énergie. On attend de voir pour les problèmes, les phytos. Voilà, donc il faut regarder l'exploitation dans son ensemble. J'espère qu'on aura quand même quelques effets sur cette agriculture de conservation, mais ça reste à démontrer. Donc, on attend les résultats de ce programme qui arriveront d'ici juin de cette année, quoi. C'est une question de Régis. Sait-on mesurer les services écosystémiques apportés par l'agriculture, quantitatifs et qualitatifs, à l'échelle Alors, globale? ouais. Alors disons que les résultats parlent un peu d'eux-mêmes. Dans les cartes que je vous ai montrées, vous avez, je dirais, les zones où l'agriculture, finalement, ne protège pas les ressources en eau, hein. Je veux dire, si on a des captages Grenelle, c'est bien qu'on a de l'eau qui est polluée donc, par les nitrates ou les pesticides. Donc là, on peut considérer que l'agriculture ne rend pas les services écologiques. Par contre, vous avez vu la carte, notamment haute valeur naturelle, c'est que dans les zones de montagne, et d'ailleurs, si on croisait avec la carte de la directive nitrate, on s'apercevrait que dans ces zones, notamment de montagne, non seulement on préserve la biodiversité, mais on préserve aussi la qualité de l'eau. Voilà, donc il y a bien des agricultures, notamment quand même tous les systèmes d'élevage à l'herbe, qui, des fois un peu diversifiés, qui contribuent au maintien de la biodiversité, au maintien de la qualité de l'eau. Et c'est notamment, par exemple, ces systèmes-là qui ont été visés par l'Agence de l'eau à Dour-Garonne dans le cadre des paiements pour services environnementaux qu'elle a mis en place dès 2019. Et en 2020, il y a eu 850 exploitations qui ont été soutenues pour un montant de 6,3 millions d'euros. Et donc, je pense que les PSE vont poser cette question-là. Et je pense que c'est un vrai débat de qualifier l'agriculture qui préserve les ressources en eau ou la biodiversité, donc qui rend, ou par exemple qui sert aussi sur des zones inondables, etc., donc qui rend des vrais services. Et c'est l'enjeu aussi de la PAC, puisqu'on pourrait imaginer que la PAC rémunère prioritairement, bon, il peut y avoir aussi des critères sociaux, mais l'agriculture qui rend des services écosystémiques. Donc, je dirais que là où il n'y a pas de pollution de l'eau, pas d'érosion et maintien de la biodiversité, eh ben, c'est peut-être là que l'agriculture rend des vrais services et mériterait d'être rémunérée. Et c'était bien l'objectif de l'accord de Kiev en 2003 sur les systèmes agricoles à haute valeur naturelle, de les qualifier et de les soutenir, ce qui n'a jamais été fait, quoi. Ce qu'on a privilégié, c'est plutôt de qualifier les zones Natura 2000, par exemple, pour la biodiversité, et de mettre en place des MAE sur ces zones Natura 2000, mais finalement en rentrant par des espèces et pas en rentrant par les systèmes agricoles vertueux. Et ben justement, puisque tu fais le lien à la PAC, Daniel L pose une question. Y a-t-il au niveau européen un tableau de bord intégrant tous les enjeux que tu as présentés? Si on regarde les politiques agricoles qui sont mises en œuvre, quand on regarde les attendus qui précèdent les règlements, on a bien tous ces attendus-là, hein. On rappelle d'ailleurs les directives européennes et d'ailleurs tous les agriculteurs, pour toucher les aides PAC, sont quand même soumis au respect des conditionnalités et des BCAE. Donc ça veut dire que normalement, on ne doit pas donner de l'argent public et européen à des agriculteurs qui ne respectent pas la réglementation et les objectifs. Donc, l'objectif de la directive cadre sur l'eau, l'objectif de la directive nitrate, l'objectif de la directive habitat, oiseaux, etc., sont bien pris en compte et normalement, la PAC devrait faire en sorte de respecter ces directives-là.
là où il y a des choses qui ne vont pas, puisque au final, même si c'est bien visé, on n'a pas les résultats attendus. Si on avait les résultats attendus, on n'aurait pas un sixième programme de la directive nitrate et on n'en serait pas là où on en est sur le programme Ecophyto, quoi. Donc, ça veut dire que les politiques qui sont mises en œuvre par rapport à cet objectif-là ne sont pas les plus pertinentes. Donc, il faut vraiment, dans la prochaine PAC, revoir totalement la copie pour s'assurer qu'on va bien atteindre les résultats qu'on s'est fixés, quoi. Alors encore deux petites questions sur les indicateurs et on passera ensuite à des questions plus larges sur la transition agricole. Sur les indicateurs de haute valeur naturelle, quels sont les sous-indicateurs qui expliquent la différence entre 70 et 2000 sur la réduction des Alors, zones? la méthode qui est sous-jacente à cette cartographie donc, a été basée uniquement sur des données statistiques, notamment le recensement général de l'agriculture de 2000, enfin de 70, 2000 et 2010. Il y a trois indicateurs. Donc, il y a un indicateur de diversité d'assolement. Donc, ça veut dire que la note, c'est une note qui est notée de 1 à 10. Donc, plus on a de cultures et plus on a de prairies, meilleure est la note. Donc forcément, si on spécialise des systèmes, qu'on réduit les rotations, je sais pas, qu'on va à des rotations monospécifiques de maïs ou blé tournesol, on va perdre des points. Si on, voilà, donc ça explique une partie de l'évolution, hein, avec finalement une baisse des prairies permanente et une simplification des assolements. Le deuxième, c'est quand même l'intensité des pratiques, donc notamment l'usage de l'azote, des produits phytosanitaires. Donc là, on a bien la montée en puissance dans ce deuxième indicateur, l'utilisation des intrants, d'où le fait aussi de cette évolution importante. Et le troisième, c'est les surfaces d'infrastructures agroécologiques. Et là, ça traduit clairement l'érosion qu'on observe et qui continue sur les haies, les prairies humides, les bosquets, etc., quoi. Donc, en fait, c'est les trois indicateurs qui sont derrière cette carte. Enfin, l'évolution qu'on observe, c'est bien cette évolution liée à l'intensification de l'agriculture qui s'est passée entre 70 et 2000, avec une simplification des assolements, une utilisation beaucoup plus importante d'intrants et une réduction des infrastructures agricoles au sein de l'espace agricole. Alors, dernière question, pour l'instant, sur les indicateurs, comment est appréciée la valeur nutritive des produits agricoles, en particulier fruits et légumes, selon les Alors systèmes de là, production? ouais. Là aussi, c'est une bonne question. Il faut savoir que bon, moi, j'ai découvert que les nutritionnistes ne fonctionnaient pas comme les agronomes. Les nutritionnistes, ils raisonnent en grammes de produits ingérés, voilà, que vous mettez dans votre bouche, qu'ils soient crus ou cuits. Donc ces aliments-là, ils ont des tables nutritionnelles et donc ils calculent en additionnant chacun des aliments que vous ingérez les nutriments et il y a ce qu'on appelle les ANC, les apports nutritionnels conseillés. Donc ils observent de savoir si votre alimentation vous a apporté tous les nutriments, que ce soit des vitamines, que ce soit du calcium, que ce soit des acides gras, enfin les oméga 3, si vous avez bien atteint vos objectifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, il n'y a qu'une table, c'est-à-dire on ne différencie pas une tomate de plein champ, une tomate sous serre, une tomate bio, une tomate d'Espagne ou même le lait. On sait clairement, par exemple, que le lait à l'herbe contient 2 fois plus d'oméga 3 qu'un lait maïs ensilage. Mais dans les tables nutritionnelles aujourd'hui, on a une valeur pour un aliment et on n'intègre pas les modes de production. Donc ça, je pense, c'est vraiment un enjeu important à avoir des références. Donc ça, c'est vraiment à la recherche de sortir ça, d'avoir des références pour finalement de nutritionnel en fonction des modes de production. Ok, alors on passe maintenant aux questions de transition, d'évolution. Alors, une première question sur les terres, la disparition des sols. Est-ce que, d'une part, on peut récupérer des terres agricoles parmi celles qui sont perdues? Et puis, une deuxième question sur la possibilité de hiérarchiser les terres agricoles perdues avec un indicateur de fertilité. Oui, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, entre guillemets, donc les terres agricoles qui sont perdues, il y a deux évolutions. Soit vraiment ça rentre dans ce qu'on appelle la sphère de l'artificialisation,
Donc là-dedans, c'est pas que du béton, c'est pas que des routes, c'est aussi des pelouses, des jardins, voilà, donc tout n'est pas, et on a là des espaces de reconquête. Je veux dire, aujourd'hui, on a de l'agriculture urbaine, donc on peut reconquérir, je sais pas moi, autour de certains bâtiments et d'usines, vous avez des pelouses, on peut très bien mettre des vergers, faire du jardinage ou même réintroduire des moutons. Donc là, il y a une reconquête possible dans l'espace urbain, on va dire, par l'agriculture urbaine. Après, ce qu'il faut voir, c'est que euh, la disparition des terres, c'est aussi le boisement, le reboisement naturel. C'est-à-dire qu'il y a toujours un flux de terres agricoles qui sont, parce qu'elles sont, c'est des petites parcelles, parce qu'elles sont pentues, parce qu'elles sont éloignées, qui sont abandonnées. Donc on a aujourd'hui toujours même si c'est beaucoup plus lent, une augmentation de la surface forestière. Donc on peut toujours un jour récupérer dans l'espace agricole, mais on peut considérer que c'est en général pas forcément des bonnes terres agricoles. Voilà. Après, je pense qu'aujourd'hui, l'INRA a assez de données, notamment sur le GIS-Sol, pour qualifier la valeur agronomique des terres agricoles, ne serait-ce aussi que par les rendements des cultures. Et donc, on pourrait aussi croiser, et ça mériterait un vrai travail, de croiser ces terres qui partent en boisement ou qui partent en artificialisation. Est-ce qu'on a les meilleures terres? Il est clair qu'on a en général plutôt des bonnes terres, puisque l'urbanisation et l'artificialisation se fait quand même dans les plaines, autour des grandes agglomérations, dans les vallées, et pas du tout dans les coteaux, dans les zones montagneuses, etc. Donc, mais ça reste aussi à préciser, parce que la surface est un indicateur, mais il n'est pas suffisant. Je veux dire, un hectare de causse produit une tonne de matière sèche d'herbe, et un hectare de maïs en silage en Bretagne peut en produire entre 15 et 20, quoi. Donc, ça, c'est important aussi de le savoir. Alors maintenant, une question sur les risques liés à la végétalisation de l'alimentation. Si en diminuant la production animale, donc une question de Christian et une d'Inès, le Christian qui pose la question, si on réduit la consommation de viande euh, et qu'on veut en même temps maintenir les prairies par rapport aux transitions agricoles, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un antagonisme? Parce que qui dit moins de produits animaux dit moins de prairies. Et peut-être en complément, Inès qui pose la question sur le fait que si on diminue les élevages, du coup, on ne va plus avoir les matières organiques qui sont pourtant importantes, en particulier dans des pays du Sud et dans certaines formes d'agriculture. Bon, alors déjà, nous, il faut bien éclaircir le débat. D'abord, est-ce qu'on parle du monde ou de la France? Donc nous, on parle clairement de la France. Donc les problématiques ne sont pas les mêmes selon les pays. Et puis après, dans l'élevage, il faut bien savoir si on parle des monogastriques, poulet ou cochon ou porc, et ou ruminants comme les vaches. Voilà, déjà, alors ça a été c'est une vraie question sur laquelle on est depuis longtemps, et par les sols, et puis qu'on a beaucoup abordé la semaine dernière lors de l'université After 2050. Donc, je vais laisser de côté les monogastriques, dont l'essentiel de l'élevage est quand même particulièrement intensif. Même, je dirais, certaines personnes de l'INRA ne parlent plus d'élevage, mais de production industrielle, hein, puisque l'essentiel des œufs aujourd'hui est fait dans des élevages industriels. Euh, donc, si on en vient en ruminant, je voulais montrer tout à l'heure le tableau que l'essentiel de la viande bovine, notamment, n'est pas sous signe officiel de qualité. Il en est de même du lait, quoi. Le moins de 10% du lait sert à faire un fromage AOC. Donc, il faut voir que l'essentiel du système laitier français aujourd'hui, donc je parle plutôt du lait, qui est quand même la moitié des vaches, c'est quand même des vaches qui sont avant tout nourries au maïs en silage et au soja. Vous avez quasiment plus de prairies permanentes en Bretagne. Donc le scénario After 2050, malgré la diminution du cheptel, protège intégralement les prairies permanentes. Donc il n'est pas question de détruire les prairies permanentes. Mais les prairies permanentes, les prairies extensives produisent moins que le maïs en silage. Donc l'idée, c'est d'aller vers des systèmes, comme j'ai montré le graphique, l'évolution des systèmes d'élevage laitier, avec des vaches qui produisent du lait à l'herbe, voire qu'à l'herbe, et éviter des vaches qui produisent du lait à partir de cultures que sont le maïs en silage ou le soja, qui de plus sont les cultures qui polluent soit en France, soit au Brésil, toutes les nappes phréatiques, puisque là, le maïs, c'est quand même, on a un vrai problème avec le désherbage, quoi, qui est souvent chimique.
Voilà, donc pour nous, dans un scénario de transition, il n'est pas question de perdre les prairies, puisque c'est elles qui sont notamment à la base des systèmes à haute valeur naturelle, et puis que c'est les systèmes qui protègent aussi les nappes d'eau dans les vallées. Donc on a beaucoup, par exemple, détruit les prairies humides au profit de maïs. Donc non, pour moi, c'est tout à fait compatible. L'idée, c'est de réduire les cheptels dans les systèmes les plus intensifs, quoi, d'assurer une transition. Mais ça, clairement, ça va être difficile et compliqué à mettre en œuvre, puisque en fait, la plupart des institutions, que ce soit les instituts techniques ou même l'INRA, n'est pas clair sur le scénario. Et sur la fertilisation organique avec Alors oui, les effluents alors déjà, d'élevage? il faut quand même rappeler qu'une vache ne produit ni azote ni matière organique. Ce qui produit la matière organique, c'est la surface, c'est donc les prairies, les cultures intermédiaires. La vache ne fait que recycler. Donc la matière organique et puis assure le transfert de fertilité via le fumier, quoi. Donc en fait, la question, elle est tendue. Les animaux, c'est intéressant parce que ça valorise bien toutes ces surfaces-là. La question est d'assurer le transfert de fertilité, de bien gérer, de mettre en place des couverts. Donc on peut clairement aujourd'hui, même dans des systèmes de grande culture sans animaux, avec les couverts et avec les restitutions de paille, voire même avec des digesteurs de recyclage du digestat, on peut très bien avoir des systèmes qui maintiennent ou augmentent le taux de matière organique des sols, quoi. OK, on n'a plus que 5 minutes, donc sur une ques du coup sur l'énergie, la transition énergétique, une production de biofuel ou de biogaz est-elle réellement souhaitable dans un contexte de transition écologique? Quel serait l'impact sur la capacité d'autosuffisance de la France, en particulier, pour la destination alimentaire si on se met à produire trop d'énergie? Bah là, je renvoie clairement aussi à les débats qu'on a eus à l'université la semaine dernière et au scénario After. After, on est bien sur un scénario où on nourrit la France en 2050 et où on continue de pouvoir exporter des céréales, notamment sur l'Afrique du Nord, tout en produisant de l'énergie. Donc là, on est quand même, on a un enjeu, enfin on a beaucoup d'enjeux majeurs devant nous, mais on en a un qui est vraiment le changement climatique, hein, rester sous la barre des 1,5 degré, ce qui veut dire quand même sortir des énergies fossiles. Je veux dire, on ne peut pas aller vers 1,5 degré si on n'arrête pas de brûler du pétrole. Donc là, il va falloir se mettre au travail, les agronomes et tout le monde, pour écrire un vrai scénario de transition. Voilà, et nous, ce qu'on pense, c'est que c'est compatible des solutions comme notamment le biogaz qui permet plutôt de se baser sur des sous-produits, que ce soit les déjections d'élevage ou les couverts, produire de l'énergie sans pour autant remettre en péril l'alimentation des Français, pour autant que l'on change de régime alimentaire. C'est-à-dire que si clairement on reste sur le même régime alimentaire qu'aujourd'hui, ça ne sera pas possible. C'est comme si on disait il faut faire la transition énergétique en n'isolant pas les maisons et en ayant des voitures qui consomment toujours autant de fuel. Ce n'est pas possible. Mmh. Il va falloir de la sobriété tant sur l'alimentation que sur nos modes de vie. Alors, il y a une question sur le rôle des systèmes d'exploitation. Est-ce que l'agriculture paysanne, parce que tu as parlé d'agriculture bio, agriculture conventionnelle, mais entre formes d'exploitation agricole, est-ce qu'il y aurait des indicateurs intéressants ou pas? Bon, c'est aussi une bonne question. Bon, on n'a pas vraiment encore beaucoup travaillé là-dessus à Solagro, c'est-à-dire que nous, on a défini finalement l'agriculture qu'on voudrait demain, mais quelles seront les formes d'exploitation, de statut juridique, est-ce qu'on aura des fermes avec beaucoup d'agriculteurs sur la même ferme, est-ce qu'on aura des systèmes de firmes, ça c'est un vrai débat, enfin, ou des vraies questions sur lesquelles il faut travailler. Je pense qu'il y a un tsunami qui nous arrive dessus que certains voient, mais qu'on a tendance à mettre sous le tapis. C'est quand même qu'il va falloir, il y a 200 000 agriculteurs qui vont partir à la retraite dans les 10 années qui viennent. Ça veut dire installer au moins 200 000 personnes si on veut continuer à maintenir la population agricole, voire plus si on veut augmenter la population agricole. On sait qu'aujourd'hui, la transmission des fermes est particulièrement difficile de par le capital qu'elle représente. Donc ça, c'est une vraie question où je pense la recherche et tout le monde devrait se préoccuper rapidement parce que ça va arriver à une vitesse
très rapide. Ok, donc on est obligé alors, il y a deux questions de Bruno et Eric là concernant les PSE. Bruno dit, est-ce que ça ne représente pas seulement une cerise sur le gâteau, ou est-ce que ce sont de vrais signaux économiques effectifs susceptibles de modifier le choix des producteurs? Et du coup, Eric complète en disant, comment intégrer les externalités positives de certaines pratiques? Alors Bon, c'est là, vrai on que revient à l'échelle de l'exploitation, hein. le PSE, c'est vraiment un moyen d'internaliser les externalités positives. Là, ce qui se passe aujourd'hui, donc c'est un dispositif expérimental qui était dans le plan biodiversité de Hulot, où les agences de l'eau devaient consacrer en 2019, 2020 et 2021 150 millions d'euros pour expérimenter le PSE. Donc là, aujourd'hui, seule l'agence de l'eau à Dourgaronne est opérationnelle. Là, les autres projets sont en train d'arriver, donc il y aura du retard à l'allumage. L'idée, ça va être de tirer des leçons de cette expérimentation et voir si on peut passer à plus grande échelle dans le cadre de la PAC. Donc, je dirais, la PAC est attendue sur la façon dont elle va distribuer ses aides. Et je pense que si cette PAC-là n'est pas capable de réorienter l'agriculture, je pense qu'on va aller vers des graves problèmes. Donc là, je dirais, c'est la dernière chance et on verra si notre gouvernement est capable vraiment de prendre, prendre son courage à deux mains et de changer et d'orienter vraiment la politique agricole. Merci beaucoup, Philippe. Il est 14 heures. Antoine, est-ce que tu veux revenir pour dire un petit mot de conclusion? Et nous allons Ouais. terminer. Oui, ben, merci Philippe, merci à tous pour vos questions. Il y en aurait plein d'autres. Moi, je note la question cruciale de l'articulation entre les échelles, des antagonismes et des synergies qu'il va falloir creuser. Bon. La suite, c'est pas la fin de l'histoire, encore une fois. Donc, on termine ce cycle sur le débat PAC et agronomie. Donc, il y aura un numéro spécial de la revue Agriculture, Environnement et Société qui sortira en juin-juillet, enfin les premiers articles, dans lequel on reprendra ça. Il y a plein d'autres articles aussi sur ce sujet que je vous invite à découvrir. Et puis, en ce qui concerne les webinaires, ce cycle s'arrête, mais nous reprenons un cycle à partir de fin février au début mars, toujours même créneau, donc vendredi, 13h, 14h, où là, on va faire intervenir des agriculteurs qui sont en transition et essayer de décortiquer un peu les logiques d'action et de comprendre dans quelle mesure ce qu'ils mettent en œuvre peut être extrapolé et utilisé par d'autres. Voilà, parce que tout n'est pas transposable simplement, donc on va essayer de faire un peu d'agronomie au travers de ces webinaires avant qu'on puisse retourner sur le terrain, ce que j'espère pouvoir faire, qu'on pourra faire à partir de la fin de l'année. Voilà, merci à tous, merci à nouveau à Philippe pour l'animation, merci à Jérôme pour l'organisation générale de ces webinaires, merci à tous et à bientôt, à la fin. Au revoir. Au revoir Voilà. à tout le monde.